Changer le monde, ce que les jeunes sont prêts à faire et à être, c'est le thème de cette émission spéciale, enregistrée en public dans le cadre du forum Une époque formidable, organisé par acteurs de l'économie, la Tribune et Decitre. Pour répondre à cette question, nous profitons de la présence de Léna Guettner. Bonjour. Bonjour. Vous êtes cofondatrice et directrice de Ronalpia. Exactement. Pascal Pic, bonjour. Bonjour. Vous êtes paléo-anthropologue, membre du Collège de France et auteur de plusieurs ouvrages, dont, pour une petite sélection, il y en a beaucoup plus que ça, un paléo-anthropologue dans l'entreprise et plus récemment, Premiers hommes chez Flammarion. Et puis Karim Mahmoud Vintam, bonjour. Bonjour Stéphane. Vous êtes cofondateur et délégué général des Cités d'Or et auteur d'un ouvrage qui sort dans les semaines qui viennent intitulé « La France est morte, vive la France » aux éditions Maribé, les Cités d'Or. Alors, changer le monde, ce que les jeunes sont prêts à faire et à être. Alors Pascal Pic, un paléoanthropologue, dans une table ronde sur la jeunesse. On vous attend peut-être plus sur l'analyse des grandes périodes et pas forcément sur l'analyse, et c'est les questions générationnelles. Pourquoi votre présence ? Parce que on va saluer tous les jeunes qui sont dans la salle pour commencer. Hein, ça vous êtes dedans, parce que maintenant, qu'est-ce que c'est que vieillir? Et en effet, d'un point de vue quand même de l'évolution de la lignée humaine, on est tout de même dans une période que l'on n'a jamais connue. Aujourd'hui, nous avons 6 générations, telles que les définissent les sociologues et les anthropologues, qui vivent ensemble. Et ça, c'est exceptionnel parce que dans ce que Claude Lévi-Strauss appelait les sociétés froides, il y a des rituels de passage. On a des classes d'âge, on a des catégories sociales, de genre aussi, il n'y a pas que dans nos sociétés. Et tout ceci maintient une tradition qui perpétue la société et ses valeurs, même si, évidemment, ces sociétés ont évolué. Elles ne sont pas restées en panne d'évolution. On n'est pas sur le mythe du bon sauvage de Jean-Jacques Rousseau. Mais néanmoins, il y a des facteurs de stabilité qui sont culturellement très marqués. Et curieusement, en préparant cette réunion, cette rencontre aujourd'hui, j'ai constaté qu'il y avait très peu d'études sur la question des générations en anthropologie. Pour cette raison que je viens d'évoquer, puisque chaque génération avait sa place plus ou moins prédéterminée, et puis les récits sur les constitutions du monde, qu'on appelle les cosmogonies, renforçaient tout cela. Une fois de plus, ça ne veut pas dire que ça n'évoluait pas, mais l'ensemble du système ne se posait pas la question des jeunes générations qui pouvaient bousculer les générations donc détentrices de pouvoir et de la stabilité. Le vrai virage, ça va être tout de même 1968, et on passe dans une société qui se débarrasse de tous ces critères. Alors moi, je suis un des derniers fossiles qui a fait le service militaire. Et le service militaire, c'était, moi je me rappelle, en entendant mes parents, enfin surtout les hommes, grands-pères qui ne sont plus là bien sûr, grand-oncle, qui parlaient d'une classe d'âge. Le service militaire était quelque chose de très structurant qui définissait par l'âge, bien sûr, une génération. Donc voilà, tout ceci n'existe plus. Aujourd'hui, le seul rituel de passage pour une génération, c'est le baccalauréat. C'est quand même pas l'ensemble d'une génération qui passe le baccalauréat, même si on y a pensé à une époque. Et on se retrouve donc aujourd'hui avec des gens qu'on appelle les baby-boomers, c'est-à-dire ma génération, qu'on accuse de jeunisme. Mais c'est plus compliqué que cela. Il y a la génération de mes parents, pour ceux qui sont encore là, ils ne sont pas tous là, bien sûr, et qu'on appelle la grande génération silencieuse, celle qui a connu la Seconde Guerre mondiale, qui était sous un régime de l'autorité, d'une société structurée, dans laquelle on reprenait les métiers des parents. En tout cas, il y avait très peu de mobilité sociale et de création de nouveaux métiers. Donc une génération qui travaillait beaucoup et qui était dans le respect du paternalisme, de reproduction, donc effectivement des valeurs de la société, même si elles ont déjà changé entre les 2 guerres mondiales. Les baby-boomers, en gros, je vous donne les dates, hein, voilà, je fais mon universitaire. Donc il y a différentes dates. En gros, c'est entre 1945 et 1965. Alors moi, je suis en plein dedans, je sais que ça ne se voit pas. Et c'est une génération qui a connu une évolution comme jamais dans l'histoire de l'humanité, soyons très clairs. Si on avait pensé une seule fois que ma génération allait gagner 20 à 20 ans d'espérance de vie, ce qui a complètement plombé les comptes de la sécurité sociale et de la retraite par répartition, et je peux vous dire qu'on est encore là. Et ça, personne ne pouvait l'imaginer.
personne ne pouvait imaginer un tel changement. Je parle toujours en moyenne, je ne parle pas de moi, bien évidemment. Et c'est une génération qui va connaître par l'éducation, l'ouverture du système scolaire qui marchait. Si, ça marchait à l'époque. Hein, avec une ascension sociale en moyenne comme jamais. Mai 68, l'ouverture des universités, de l'enseignement supérieur. Voilà. Donc une génération qui était folle de sport, folle de sexualité, folle de contestation, qui a protesté contre la guerre du Vietnam, qui protestait contre, un peu plus avant, la guerre d'Algérie. Donc une génération qui était quand même assez engagée sur le plan... Il y a une odeur de brûlé là. Mais c'est pas l'idéal pour l'enregistrement d'une émission. Non, mais ça prend la radio. Mais en effet, il y a une odeur de brûlé sur la scène. Alors, je sais pas, on corrigera ça après, mais si. Ouais, prudent je le dis parce que non seulement nous le sentons, mais il y a une inquiétude. Hein. Oui. Bon. Je continue. Alors, donc, une génération donc, qui s'est ouverte sur les médias et évidemment de nouvelles formes de vie sociale parce que l'espérance de vie augmente. Effectivement, quand on a inventé le mariage, on n'avait pas imaginé que ça allait durer aussi longtemps. Et effectivement, ça a complètement changé les rapports de la parentèle, etc. Voilà, c'est une des conséquences à laquelle on n'imaginait pas. Pour faire vite, ensuite, on a la génération... Après les baby boomers, c'est la génération qu'on appelle X, voilà. Celle qui arrive sur le marché du travail dans les années 80, qui va baigner dans le multimédia, dans les jeux, la vidéo, mais une société qui va rencontrer un monde du travail qui se bloque, une société qui commence à se gripper et qui, évidemment, recherche des solidarités autres, mais qui n'a plus beaucoup d'espoir dans la société telle qu'elle est. Ensuite vient très vite la génération Y. Alors là, on est entre 1978-80, 1994. Ça, c'est celle de mes enfants, eux qui ont baigné dans le multimédia et évidemment Internet, et ils sont complètement connectés. Maintenant, on parle aussi de millennials, c'est un petit peu plus récent, mais grosso modo, c'est celle des réseaux. Donc la Y est celle des millennials, c'est-à-dire ceux qui sont nés, donc qui rentrent en activité au début des années 2000. Donc c'est à peu près la même génération avec un petit décalage qui est celle de l'utilisation des réseaux. Et la dernière que je vais évoquer, alors les Z, ce sont ceux qui... aujourd'hui, sont les plus jeunes qu'on appelle les digital natives, au vrai sens du terme, qui, effectivement, minaient plus beaucoup mieux ces engins, ces smartphones mieux que nous. Et la dernière, là c'est récent, ça vient de sortir, si je peux me permettre, qu'on appelle TBD, donc TBD en anglais, c'est To Be Determined, c'est-à-dire on ne sait pas encore comment on va les appeler, et je vous parle en tant que... Alors, mais attendez, mais ça va aller très vite, là aussi, parce que c'est la génération du smartphone. Aujourd'hui, et j'en fais partie, on parle d'ubérisation de la société, l'outil du smartphone. Donc, ces jeunes sont nés au moment où le smartphone arrive. Donc, ils ne l'ont pas utilisé immédiatement, mais ça va très, très vite. Et vous savez déjà comment notre société a été considérablement modifié par les applications, les réseaux sur le smartphone. Ce n'est pas que sur l'ordinateur ou la tablette. Et ça, donc, voilà, on n'a jamais connu ça d'un point de vue anthropologique, avec des conséquences donc qu'on évoquera sur les changements actuels. Karim Mahmoud Vintam, est-ce que vous êtes à l'aise finalement avec toutes ces définitions, ces cloisonnements aussi au sein même des différentes générations? Oui et non. Oui, dans la mesure où on voit advenir de nouvelles générations qui sont en train d'apporter des changements anthropologiques majeurs. Je prendrai notamment 3 dimensions. La première dimension, c'est le rapport au temps. Je viens d'une génération où on s'inscrivait dans un temps relativement long. Aujourd'hui, vous parlez de Seconde Guerre mondiale à des jeunes qui sont dans la salle. La Seconde Guerre mondiale, c'est pour nous sans doute l'équivalent du Moyen-Âge. Vous parlez de révolution industrielle, là, on est dans la préhistoire. Quand on prend les choses différemment, dans une vision prospective, on est face à des générations qui sont dans l'immédiateté du temps et qui, d'ailleurs, organisent leur vie en fonction de cette immédiateté. Le rapport à l'espace, lui aussi, a changé. On vient d'un monde qui était ordonné par des frontières, qui connaissaient différents espaces. Aujourd'hui, on est dans un monde qui est organisé par les réseaux. Par les réseaux qui, évidemment, ignorent les frontières et ignorent ce rapport contraint à l'espace. Et il y a enfin une dernière dimension, sans doute, c'est le rapport aux institutions. Mais j'y reviendrai peut-être un peu plus tard. Maintenant, pourquoi je suis plus mal à l'aise par rapport à cette vision unifiée de la jeunesse, c'est que ma conviction est qu'il existe des jeunesses.
Si on prend la jeunesse connectée, urbanisée, celle des grands centres urbains, on est face à des réalités qui sont radicalement différentes d'une autre jeunesse, celle par exemple qui vit dans les univers périurbains. Pourtant, on est seulement à quelques kilomètres de distance entre les uns et les autres. Et évidemment, il faudrait aussi, en France en tout cas, parler de la jeunesse rurale. Une jeunesse rurale qui est assez largement oubliée, abandonnée. On met énormément, depuis plusieurs décennies maintenant, le projecteur sur la jeunesse périurbaine, mais il y a aussi cette jeunesse rurale qui partage avec elle un certain nombre de problématiques. Donc, oui, pour parler d'une jeunesse et d'un changement anthropologique majeur, mais non pour aller trop loin dans l'uniformisation, parce qu'à mon sens, il y aurait vraiment à distinguer plusieurs types de jeunesse pour bien cerner le problème. Pour vous d'ailleurs, Léna Guettner, ça va beaucoup plus loin. Pour vous, la jeunesse, ce n'est pas une question forcément d'âge. Oui, c'est plus simple pour moi de dire ça puisque j'ai 26 ans, donc je fais partie de cette jeunesse. Et je pense que plus largement qu'il existe des jeunesses, la jeunesse est davantage un état d'esprit qu'une classe d'âge. Et donc, je vais reprendre les mots de Denis Lafay qui parle d'être une jeune personne. Être une jeune personne, c'est cet esprit de transgression, de révolution, de défoncer des portes et d'être capable d'innover grâce à une certaine naïveté, grâce à un certain enthousiasme et grâce à, je dirais, une envie, en tout cas, de reconstruire quelque chose de manière un peu différente. Et j'ai la chance, moi, dans mon métier, de détecter ces jeunes personnes qui ont de 17 à 65 ans. Et pour moi, être jeune aujourd'hui, ça n'est pas une question d'avoir un iPhone dans sa poche, c'est davantage cet esprit de rébellion et de transgression des règles. Ouais. Karim ? Un autre petit mot, sans doute un peu provocateur, mais c'est pour réveiller les uns et les autres qui entrent dans une phase de digestion. J'aimerais faire un parallèle sans doute un peu osé entre deux types de jeunes. Deux types de jeunes que, pour des raisons différentes, je suis amené à côtoyer au quotidien. Et cela m'amène à évoquer la question du sens. Nos générations n'avaient pas vraiment chevillé au corps ce souci du sens et de mener des vies qui aient du sens. C'était considéré un peu comme un plus, comme un luxe. On est face aujourd'hui à des générations de jeunes pour lesquels la question du sens devient une question centrale. Quel sens je donne à la vie en général, quel sens je donne à ma vie en particulier et comment je vais réussir à incarner ce sens dans mon quotidien. Et cette question-là va être indissociable, va être un critère extrêmement fort de choix pour ces jeunes. Prenons deux catégories de jeunes qu'on ne penserait pas a priori à marier l'une avec l'autre. Je parlerai d'abord d'un côté des djihadistes, des jeunes djihadistes, et de l'autre côté des jeunes entrepreneurs sociaux. Et on voit que dans ces deux catégories, jeunes djihadistes et jeunes entrepreneurs sociaux, il y a une même soif de sens, une même soif d'idéal, une même soif d'être utile et une même soif de transformer le monde. Les djihadistes, évidemment, font des choix qui leur appartiennent. Les entrepreneurs sociaux font d'autres choix. En revanche, les uns et les autres sont convaincus qu'une activité sensée, une activité utile, est une activité qui aura vocation à transformer le monde. Et je pense que ça, il faut qu'on le garde en tête, ne serait-ce pour le cas des djihadistes, pour mieux combattre le phénomène. Je trouve qu'il y a énormément de similitudes entre cette génération, si on met évidemment de côté la question psychique, qui parfois relève de la pathologie pour certains de ces jeunes. Si on met de côté cette question-là, je verrais vraiment une grande similitude entre ces générations de jeunes qui s'engagent auprès de Daesh ou pour aller en Syrie, pour transformer le monde et pour y mettre davantage de justice, et les jeunes générations des années 30 qui, pour des raisons un peu similaires, se sont engagées, pour certaines d'entre elles, dans l'aventure des brigades internationales, par exemple.
À mon sens, il faut vraiment qu'on garde cela en tête pour tenter de lutter avec efficacité contre ce phénomène et ne pas simplement balayer d'un revers de la main ces engagements qui ont du sens pour les personnes qui les prennent. Et ces personnes-là, soyez convaincus d'une chose, elles sont convaincues d'être dans la légitimité. Et pas dans l'illégitimité. Pascal Pic, ça pose aussi la question finalement du regard de la jeunesse sur le monde dans lequel ils vivent. Est-ce qu'on retrouve cela aussi régulièrement dans l'histoire et est-ce qu'on peut finalement retrouver des trajectoires similaires ? Oui, bien sûr, sauf que là, on a une dilatation intergénérationnelle qu'on n'a jamais connue. Mais les enjeux sont les mêmes. Et pour reprendre ce que disait Léna il y a un instant sur les exemples donnés par Karim, je regardais un petit peu comment on définit une génération. Et effectivement, une génération, c'est pas que les gens qui sont nés entre telle ou telle date. Ce sont des repères qui nous sont nécessaires, mais on sait bien que ce n'est pas aussi simple. Et donc, un auteur que j'ai découvert avant de venir, qui s'appelle M. Karl Mannheim, parce qu'en fait, on a très peu d'études sur l'intergénérationnel, parce que cette question se pose depuis peu. Donc, c'est tout d'ailleurs la qualité de ces rencontres aujourd'hui, de toucher à cette question. Et en fait, il parle d'une unité de génération. Ce qui veut dire que dans une classe d'âge, c'est pas tout le monde qui va se sentir impliqué de la même manière, comme ça a été dit, avec des réponses différentes. Donc, souvent, on a tendance à parler des jeunes qui réussissent, qui bousculent les choses, alors qu'aujourd'hui, c'est cette fièvre de l'entrepreneuriat, les start-upers, etc. Et qui a modifié le monde ? Déjà, Auguste Comte l'avait vu, ce sont les jeunes. Et qui sont les jeunes qui ont bousculé le monde avec les appareils que vous avez dans vos poches ? Bon, aujourd'hui, ils arrivent à 40 ans, mais ce sont les créateurs et dirigeants des GAFA, Google, Amazon, Facebook et compagnie. Et personne ne vous oblige à utiliser leurs appareils, mais vous les avez dans vos poches. Moi, je m'amuse des fois, parce que des fois, il y a des débats de gens « Oui, ces grands capitalistes, là, etc. » Je dis « C'est quoi ton appareil ?»« Ah, regarde comme il est bien. » Bon, donc... Oui. Double discours. Hein. Double discours. Donc, et puis, il y a ceux qui sont exclus. Ceux qui sont exclus. Donc, évidemment, entre ceux qui réussissent ou qui sont dans une véritable démarche de changer le monde, mais attendez, changer le monde, et c'est ça qui est nouveau aussi, ce n'est pas forcément avec un projet bien défini, comme on a connu jusqu'à la crise des idéologies des années 80. Je rappelle que Steve Jobs disait « I'm going to change the world », mais il n'a jamais dit comment il allait changer. Et c'est nous autres, en utilisant ces appareils, ce que j'appelle l'espace digital darwinien, qui changeons ce monde, en bien ou pas en bien, sauf qu'aujourd'hui, on n'a pas de critères d'évaluation de cet aspect-là. D'où, évidemment, certaines questions qui ne sont pas résolues à travers les élections en ce moment. Et donc, très clairement, il y a les exclus, donc tous ceux qui sont sortis du système scolaire et qui peuvent faire des choix comme ceux qu'on a évoqué Karim. Et puis, il y a ce que disait ce sociologue, il nous manque le grand milieu, missing middle en anglais, c'est-à-dire, en fait, quelle est la pensée entre ceux qui bougent vraiment les choses et qui s'engagent, comme les acteurs sociaux, ceux qui sont exclus et qui peuvent trouver d'autres réponses, et la majorité. Et là, ce milieu moyen, il n'est pas limité à la classe d'âge. Parce qu'effectivement, Joël de René, cet excellent ami, il fait partie des jeunes. Et lui, il a plus de 65 ans. Moi, je suis content, je suis parmi les jeunes maintenant. J'ai moins de 65 ans pour l'instant. Mais on voit bien qu'il y a aussi un état d'esprit. Hein, mais parce que ces jeunes générations, dans leurs actions, dans ce qu'elles font, impactent aussi les générations qui viennent, qui les précèdent. Donc, il y a un aspect générationnel, mais qui, dans les réponses, ne va pas du tout s'engager de la même manière. Et puis, il y a des influences, effectivement, que ces jeunes générations impactent, puisque les seniors comme moi ont déjà été obligés, ou le font, bon gré mal gré, plus souvent bon gré en ce qui me concerne, et la plupart des personnes, leur mode de travail, leur mode de relation. Et ça, effectivement, c'est quelque chose d'assez nouveau qu'on appelle le reverse mentoring, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans les grandes entreprises ou les grandes structures, ou les grandes administrations, des jeunes stagiaires vont apprendre aux seniors comment utiliser les réseaux, etc. Et ça, c'est une révolution anthropologique aussi. Léna Guettner, il y a aussi cette question qu'on parle souvent d'une génération sacrifiée, qui serait finalement la vôtre. Est-ce que ça vous parle, ça, aujourd'hui, par rapport au regard que vous posez sur le monde qui vous entoure ? Je crois que c'est un message qu'on a du mal à entendre. Et surtout, on en a marre de l'entendre, ce message, ces oiseaux de mauvais augure qui nous disent que le monde va à sa perte. Donc on entend des solutions. Évidemment, on vit une époque formidable. Toujours est-il que le message ambiant est quand même un message plutôt d'angoisse.
Et pour ma génération, pour notre génération, je pense qu'il y a un vrai sujet à se responsabiliser et qu'on n'a pas le choix d'être optimiste en fait. La question c'est est-ce qu'on est pessimiste ou est-ce qu'on est optimiste? Et je crois qu'on n'a pas le choix. Quand on a 25 ans aujourd'hui, avec les progrès de la science, moi je sais que je vais vivre encore 60, 70 ans. Si je suis pessimiste aujourd'hui, que je m'assois sur mon canapé, je regarde Trump en prenant des antidépresseurs, clairement, c'est pas un avenir qui fait envie. Donc j'ai clairement pas le choix d'être optimiste, de croire en demain et de me retrousser les manches. Je pense que l'une des spécificités de notre génération, et c'est exactement ce que tu dis sur les entrepreneurs sociaux et les djihadistes, c'est que c'est une somme de révolutions individuelles. On ne se reconnaît plus dans des révolutions collectives. En tout cas, on a vraiment cette crise du sens commun, d'un intérêt général, d'un rêve qu'on partagerait tous et qui nous emmènerait vers demain. Et donc, on n'a pas le choix de faire des révolutions individuelles, chacun à notre échelle, et chacun avec l'éthique qu'il peut mettre derrière. Et c'est exactement ce sujet-là. Comment est-ce qu'on peut avancer tous ensemble vers l'intérêt général? Qui porte aujourd'hui l'intérêt général? Toujours est-il que c'est cette somme de révolutions individuelles et qui, je crois, sont individuelles mais ne sont pas individualistes. Karim Mahmoud Vintam, est-ce que les jeunes n'ont pas besoin d'entendre aussi aujourd'hui qu'ils contribuent en tout cas à une société qui peut être plus belle? Est-ce qu'ils n'ont pas un besoin de reconnaissance aussi dans leur action quotidienne? Je crois que quand les jeunes jettent un regard même distrait sur nos institutions, nos décideurs et l'endroit vers lequel ils nous mènent, c'est-à-dire nulle part, ma foi, ils ont tout naturellement un espace qui s'ouvre à leur créativité et à leur énergie. D'autant plus, à mon avis, qu'on est rentré dans une... On parle beaucoup de crise. Et bon, quand vous regardez la définition du mot crise dans le dictionnaire, vous voyez qu'il s'agit d'un événement ponctuel qui a un début et qui, assez proche de ce début, a une fin. Ce qui m'amène à dire qu'on ne vit pas une crise aujourd'hui. On vit un changement de monde. On ne reviendra pas, quoi qu'il arrive, au monde d'avant, au monde d'hier, même en mieux. On a quelque chose d'autre à inventer, de façon d'autant plus urgente qu'on a, à mon avis, une vraie crise, passagère, j'espère, de la transmission. La société d'hier, la société dont nous venons tous, était une société profondément et étroitement structurée par quelques institutions majeures. C'est ce que certains sociologues appellent les 7 P. Premier P, le père, l'institution familiale dans sa variante patriarcale. On voit que cette institution, elle a pris un certain plomb dans l'aile. Deuxième P, le prêtre, en tant que porteur ou incarnation de l'institution religieuse. On voit comment les sociétés d'hier, qui étaient encore largement structurées par l'institution religieuse, ont quitté ce modèle. Et on est plutôt, comme diraient certains sociologues aujourd'hui, dans du bricolage religieux, du bricolage spirituel, du bricolage identitaire. Troisième P, le patron. On vient d'un monde où l'entreprise était une institution structurante de nos vies, d'un monde aussi où le salarié avait une vraie relation de fidélité par rapport à l'entreprise qui lui offrait un emploi à vie et la sécurité qui va avec. On voit que cette institution-là, elle s'effondre aussi. Quatrième P, le professeur, l'institution scolaire. On vient d'un monde où nous croyons tous, de très bon cœur, en un système méritocratique. C'est-à-dire dans le fait, pour l'institution scolaire, d'ouvrir une compétition où chacun concourrait avec des moyens et des chances égales pour parvenir à occuper des places inégales dans la société. Qui croit encore aujourd'hui en la méritocratie? Quand on voit les rapports de sociologues qui s'égrènent depuis des décennies pour nous dire que non, l'école est un lieu, ou plutôt oui, l'école est un lieu de reproduction des inégalités et aucunement un lieu de méritocratie. Autre P, le parti politique. La démocratie d'hier était
fondamentalement structurée par les partis politiques, par les idéologies que portaient ces partis politiques et par le fait que les différents partis étaient des espaces d'éducation citoyenne, d'éducation civique. Ça, aujourd'hui, c'est mort. On peut faire un sondage ici. Qui croit encore dans les partis politiques? Autre institution structurante de la société d'hier, le prince, le pouvoir, l'institution politique. On voit encore aujourd'hui que ce prince, il n'est plus qu'un souvenir. Plus personne aujourd'hui ne prête la moindre foi et la moindre crédibilité au prince avec un S, quel qu'il soit. Dernier P, la patrie. Il y a encore 50, 60 ans, beaucoup d'entre nous étaient prêts à mourir pour leur patrie. Aujourd'hui, là encore, faisons un sondage parmi les jeunes générations. Quel jeune serait prêt à mourir pour sa patrie? Donc, toutes ces institutions, qui étaient des lieux de transmission d'une génération à une autre, on les voit soit s'effondrer, soit dangereusement s'effilocher sous nos yeux. Le problème, c'est qu'on n'a pas encore inventé d'institutions alternatives, si ce n'est les réseaux. Mais le propre des réseaux, c'est qu'on y entre comme on veut, on en sort comme on veut, et que le propre justement du réseau, c'est qu'il n'appelle pas une fidélité particulière. On se retrouve dans un combat, dans une cause ou dans un réseau, on y adhère, du jour au lendemain, on ne s'y retrouve plus, on s'en va. Donc, une fluidité aussi, dont parlait Pascal tout à l'heure. Pascal Pic, justement, est-ce qu'il nous manque des phares, finalement, pour comprendre? Est-ce qu'on retrouve ça dans la nécessité pour les jeunes d'essayer de construire un nouveau monde? Est-ce qu'il y a des modèles comme ça qui imposent plus ou moins le changement à des nouvelles générations? Ah ben les 7P, c'était bien, parce qu'on avait au moins quelqu'un emmerdé, on avait au moins un repère, on avait une possibilité de contester, quelles que soient les conséquences qu'il pouvait y avoir, et ça, c'est extrêmement structurant. Maintenant, je prends un DP, le prince. Vous avez vu l'image des princes aujourd'hui parmi... Enfin, je ne vais pas parler des deux derniers, d'accord? Il y a un vrai problème du statut, de l'autorité, de la représentation, de la fonction présidentielle. On a un vrai problème symbolique. Je suis désolé, d'un point de vue anthropologique, nos deux derniers présidents, c'est une catastrophe dans la symbolique de la représentation de la fonction. Il faut être très clair, il faut qu'on la retrouve. Deuxièmement, en ce qui concerne le travail, Karim en a très bien parlé, une étude vient de sortir du Boston Consulting Group. Je travaille beaucoup pour le monde économique et social, même si je ne suis pas anthropologue. Alors je ne vais pas voir les entreprises parce qu'elles sont en train de se fossiliser, hein, surtout pas. Mais c'est bien le monde du travail qui a bien perçu l'impact de ces générations et leur façon d'être, bien sûr. C'est le cauchemar des DRH d'avoir les générations Y. Et comme je leur dis, si vous n'avez pas digéré les Y, vous allez aimer les Z. Mais sauf que les entreprises aujourd'hui ont une durée de vie moyenne de 30 ans. Alors que pour la génération de mes parents jusqu'à la mienne, c'était j'ai un travail pour toute ma vie dans l'administration, etc. Donc déjà, ils ne sont pas dans la contestation, mais déjà les éléments structurants qui permettaient de se repérer par rapport à ces 7P qui ont été évoqués sont eux-mêmes en train de disparaître. Vous voyez ce que je veux dire? À partir du moment où la famille devient multiparentale, etc., l'autorité du père, forcément, elle ne peut pas ne pas changer. C'est une évidence. Donc tout ça, ça correspond à des avancées des mœurs qui ont des aspects, évidemment, qui sont extrêmement intéressants, voire positifs, et même dont beaucoup de personnes se réjouissent ou se félicitent. Mais globalement, comme l'a très bien dit Karim, et on verra ce que dira Léna, c'est qu'on sait que ce monde a changé, parce qu'il n'est pas en train de changer, mesdames et messieurs. Il a déjà changé, mais nous n'avons pas le projet de société avec ses valeurs qui devraient aller avec, qui a été mis en place. D'où la crise du politique aujourd'hui. Je ne conteste pas le politique et sa nécessité, mais on voit bien que les réponses qu'il nous apporte sont celles d'un monde qui a déjà disparu et qui ne correspond pas au monde qui est en train de se mettre en place et qui a été bousculé d'une part, bien sûr, par la jeunesse, mais aussi parce que ce monde, structurellement, a changé d'un point de vue socio-économique. Léna Guettner, quand on ne se retrouve plus, quand on n'a plus ces repères, ces fameux 7P maintenant, est-ce que c'est ça qui crée la colère chez les jeunes? Et comment est-ce qu'on fait pour basculer d'une colère à une transformation, en tout cas à cette volonté de changer avec des solutions? Je crois qu'on est très en colère et on a envie de dire merde, exactement. Pas moi.
Bah, peut-être pas. En tout cas, c'est cette paix qui n'existe plus et donc qui crie dans le vide. On a fait le deuil d'une vraie révolution collective et donc je pense qu'à des niveaux individuels, on transforme cette colère, mais cette colère, en fait, c'est de l'angoisse, c'est de la peur de ce monde de demain. Moi, je suis toujours assez étonnée de voir que la jeune génération, la génération Y, elle fait peur aux générations d'avant. Et en fait, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que c'est pas à vous d'avoir peur de nous, c'est nous qui avons peur, c'est nous qui sommes très angoissés de l'avenir, des catastrophes climatiques, de la géopolitique mouvante, du chômage, de tous ces fléaux qui nous attendent, ce nuage noir qui est devant nous. Bref, on a peur et on transforme cette énergie de peur et de colère, moi j'ai plutôt l'impression, en énergie positive. Et donc on s'en sert comme des leviers, comme des outils qui vont nous pousser à agir, qui vont nous pousser à nous responsabiliser et à créer une sorte de collectif de colibris. Je ne voudrais pas faire du teasing pour Pierre Rabhi juste après, mais on est une sorte de collectif de colibris qui, chacun, à notre niveau, allons faire notre part. Que ce soit en nous engageant dans des mouvements associatifs, que ce soit en essayant de nous engager en politique, ou que ce soit en transformant ça sous forme d'entreprise, et donc les entrepreneurs sociaux dont on parlait tout à l'heure. Mais je pense que c'est aujourd'hui un levier de force et d'action que cette colère et que cette frustration de ce monde qui va vite. Et on en parlait tout à l'heure avec Karim, l'un des vrais sujets aussi de notre génération, c'est ce chaos d'informations. C'est ce nombre d'informations qui nous arrivent en permanence. On est la première génération à avoir une externalité de notre cerveau dans notre poche, à recevoir en une journée uniquement 20 pushs d'un seul média sur des centaines de sujets. On ne sait plus comment les traiter, on ne sait plus ce qui est vrai, ce qui est faux, à quoi est-ce que je dois m'intéresser. Et je trouve que l'un des vrais sujets sur la transmission, c'est comment est-ce que la génération d'avant nous apprend à structurer la pensée, nous apprend à faire des choix et nous apprend à comprendre toutes ces informations, toutes ces émotions qui nous arrivent pour nous apprendre à transformer justement. Et moi, j'aimerais bien vous entendre là-dessus, sur comment est-ce que vous pouvez nous transmettre cette structuration de la pensée et cette capacité à visualiser le monde. Pascal Pic. C'est tout le problème de la transmission des savoirs. Moi, j'aime bien, vous connaissez le titre du livre, Petite poussette de Michel Serres, qui est un livre formidable parce que avec un smartphone, on a le monde dans la main. C'est jamais arrivé, ça. On peut se connecter avec tout le monde. Ça, c'est l'aspect formidable. Mais toute évolution est un compromis. Il y a des choses que l'on gagne et d'autres qui sont difficiles à saisir ou à appréhender. Et là, par exemple, vous savez que dans le dictionnaire d'Oxford de la langue anglaise, il y a un terme qui vient de sortir, qui s'appelle post-trust. Post-trust, la vérité après. C'est ce qui s'est passé avec l'élection de M. Trump, mais surtout avec le Brexit, où aujourd'hui la viralité, c'est-à-dire le buzz, comme on dit de manière vulgaire, c'est-à-dire la divulgation d'une information que soit juste ou vraie, compte plus que la vérité de l'information. Post-trust. Et c'est ça qui est très compliqué pour toutes les générations, et notamment pour les jeunes, c'est de se dire, j'ai un accès, grâce à la petite poussette, à l'ensemble des connaissances comme jamais dans l'histoire de l'humanité, et comment construire un savoir. Alors, d'autre côté, ça renvoie la balle du côté de l'éducation nationale et, en tout cas, de notre système scolaire. Avant, on avait un système avec des savoirs qui étaient bien établis et qui étaient transmis à la génération suivante pour rentrer dans la société. Sauf qu'aujourd'hui, c'est plus ça. L'enseignement, ce n'est pas l'accès aux données. On l'a. C'est complètement réformer notre système scolaire pour apprendre aux jeunes à apprendre. Et ça s'appelle l'histoire, ça s'appelle l'épistémologie, pardon pour ces grands termes, mais c'est ce qui permet de structurer un flux de connaissances. Or, ma génération a au moins l'avantage d'avoir connu les avantages de l'ancien système, parce qu'il y a encore 30 ans, quand je voulais voir un livre, il fallait que j'aille à la bibliothèque, je prenne le RER, le métro. Ah, bibliothèque fermée, j'ai oublié que c'est ce jour-là. J'en ai le lendemain, je demandais le bouquin, ah, il a été pris. Attendez, il me fallait une semaine pour avoir un article. Aujourd'hui, je vais sur Wikipédia, sur Pyrolapithecus cotylanicus, tout le monde connaît. Donc c'est un fossile d'Espagne de 12 millions d'années. Eh bien, il est là et j'ai les références en dessous. Et puis, je peux les acheter en ligne, etc., immédiatement. Et je peux contrôler l'information. Donc, moi, j'ai l'avantage de bénéficier de ces nouveaux outils extraordinaires et d'avoir, c'est le privilège de l'âge et de l'expérience, d'avoir une épistémologie qui permet de faire cela. Et on voit bien qu'on a ouvert ces espaces extraordinaires à toutes ces jeunes générations que nous n'en avions pas, tant mieux pour eux, mais peut-être qu'on a failli,
pour effectivement changer un système scolaire, éducatif, pour leur permettre d'être dans ce monde. Et j'aime beaucoup cette expression de Jacques Attali sur son petit livre sur l'avenir du progrès. Il dit, c'est quoi le progrès? Je trouve ça superbe. Le progrès, c'est laisser aux générations futures la possibilité de laisser à leurs enfants elles-mêmes de construire un monde. Et ça, on ne l'a pas fait. Et ça revient à une expression superbe de Charles Darwin qui parlait de l'évolution, c'est pas le passé. Il parlait de descendance avec modification. Méditez ce terme. Descendance avec modification. Et donc, plutôt que de s'inquiéter, et je suis d'accord avec Léna, de ces jeunes qui nous bousculent, moi je crois que ma génération a intérêt à non pas se remettre en cause, on n'a pas tout faux non plus, mais de se dire quelle est notre possibilité de donner les outils à ces jeunes générations de construire un monde qui ne sera pas le mien, mais avec leurs propres valeurs. Et ça, on ne l'a pas fait. Karim Mahmoud Vintam, c'est intéressant notamment sur cette question de profusion d'informations pour lesquelles les jeunes, évidemment, ont accès en permanence. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de très important aujourd'hui pour les accompagner, pour pouvoir faire du discernement, tout simplement, et ne pas prendre le mauvais chemin, en tout cas pour la transformation du monde de demain? Je pense qu'il faudrait vraiment en revenir à la définition la plus stricte et la plus pure de la pédagogie. Le pédagogue, c'est pas celui qui va balancer des contenus de connaissances à la personne qui est en face de lui. Le pédagogue, chez les Grecs, c'est celui qui accompagne le petit enfant sur le chemin de l'école et qui, sur le chemin, va lui dire « Tiens, est-ce que tu as remarqué ça ici? Tiens !» Et là, il y a encore autre chose qui pourrait être très intéressant. L'idée, donc, d'une pédagogie renouvelée, ce serait une pédagogie qui serait davantage axée sur la description que sur la prescription. On est d'ailleurs face à des générations qui sont très rétives à toute prescription. Mais comment, d'une certaine façon, mobiliser des compétences humaines et civiques fondamentales qui sont déjà au cœur des individus, mais leur donner davantage de clarté, de lisibilité, et faire émerger à la conscience des éléments qui peuvent préexister chez l'individu de façon diffuse. Ça suppose, si vous voulez, d'abandonner cette espèce d'obsession qui voudrait qu'une génération façonne la suivante à son image. Comment pouvons-nous transmettre à nos enfants, j'ai 2 filles, comment pouvons-nous transmettre à nos enfants les éléments de savoir-faire ou de savoir-être qui nous ont fait grandir en tant qu'êtres humains ou en tant que citoyens? Comment, en d'autres termes, réussir à transmettre à nos enfants les questions de sens qui nous habitent? Le sens, qu'est-ce que c'est? Le sens, c'est d'abord la direction vers laquelle je vais être amené à tourner mon regard et mes efforts. Si je n'ai pas d'horizon, de direction, je suis très très mal barré pour me mettre en mouvement. Et justement, l'une des dimensions fortes des Cités d'Or, l'association d'éducation populaire que je dirige, va être de tenter de construire ou de reconstruire un horizon avec les personnes que l'on accompagne. Mais cet horizon, et c'est la deuxième définition du sens, cet horizon, quelle signification je lui donne? On dirait c'est déjà pas mal si on a une direction et si on est capable de donner une signification à cette direction. Mais il reste une troisième dimension du sens qui est indispensable. C'est la dimension de l'incarnation. Cette direction et cette signification, comment je vais l'incarner dans mon quotidien? Comment je vais réussir, à travers mes choix, à travers le regard que je vais poser sur le monde et sur les choses, réussir à faire en sorte que ces choix soient conformes au sens que je donne à la vie en général, au sens que je donne à ma vie en particulier, au sens que je donne à l'histoire, si j'y vois des finalités à l'œuvre, au sens que je donne à la société, parce que faire société, c'est peut-être faire autre chose qu'être une collection d'individus qui vivent les uns à côté des autres. C'est peut-être faire un pas de plus et se dire qu'on a à vivre les uns avec les autres. Et ça, si vous me le permettez, ça nous renvoie à la question de la reconnaissance. On est dans une société qui manque cruellement de reconnaissance réciproque entre ces différentes composantes. La reconnaissance, c'est plusieurs choses, et j'en reviens à ce que je disais au tout début.
cet appariement un peu audacieux que je faisais entre jeunes djihadistes et jeunes entrepreneurs sociaux. Peut-être que ce qui les distingue, en définitive, c'est cette question de la reconnaissance. Les premiers ont le sentiment de n'avoir jamais été reconnus dans la société qui est pourtant la leur parce qu'ils n'en ont pas d'autres, ils n'ont pas de société de rechange. Être reconnu en tant que personne, être reconnu en chair et en os, parce que c'est toi, parce que c'est moi, parce que nos regards se croisent. S'il n'y a pas cette reconnaissance, on est face à des individus qui vont développer des pathologies en termes de confiance en soi et qui vont toute leur vie trimballer une espèce d'insécurité qui est à la fois psychique mais aussi physique. Le sentiment d'être seul au monde et donc le sentiment d'être vulnérable, qui va évidemment amener les uns et les autres à rechercher des communautés de substitution qui leur apporteront confort et sécurité. Il y a une deuxième dimension de la reconnaissance, c'est la reconnaissance juridique, beaucoup plus connue de nos services. Le sentiment d'avoir rigoureusement les mêmes droits et les mêmes devoirs que les autres. Sans cette reconnaissance-là, il ne peut y avoir ni respect de soi, ni respect des autres. Et enfin, il y a une dernière dimension qui est sans doute la dimension qui va le plus distinguer la première catégorie de la deuxième. Ce qu'on pourrait appeler, après un philosophe allemand qui s'appelle Axel Honneth, ce qu'on pourrait appeler la reconnaissance culturelle. Le sentiment pour un individu d'avoir une contribution singulière à apporter à la société dans laquelle il s'inscrit, même si cette contribution est très modeste. Mais le fait pour l'individu de se dire que si, moi, je ne contribue pas à la société avec ce que j'ai à lui donner, personne ne pourra le faire à ma place. Et on est justement face à des individus qui se sentent invisibles, qui se sentent transparents et qui ont surtout le sentiment d'être surnuméraires dans notre société, d'être inutiles. Inutile de vous dire que quand ils vont tomber sur un charlatan qui va leur promettre de faire l'histoire et d'être utiles, ils ne vont pas courir, ils vont voler. Qu'est-ce qu'on a à offrir à notre jeunesse? Est-ce que le mieux qu'on puisse leur offrir, c'est une carte de crédit pour dépenser un SMIC en achetant des produits jetables? C'est ça le projet qu'on a pour notre jeunesse? Donc, mon message, il pourrait tenir en très peu de mots. Réveillons-nous et montrons à notre jeunesse qu'il y a des combats qui restent à mener dans notre société, qu'il y a des frontières qui restent à conquérir notre société, et que tout ne se résume pas à de la consommation. Consommer des produits, consommer des personnes, consommer la planète. Il y a autre chose. Et il ne s'agit pas d'un supplément d'âme, il ne s'agit pas d'un luxe, et ça de toute façon c'était déjà dit. On a besoin de sens pour vivre, parce que sinon on dépérit. Et à moins d'être inscrit dans des environnements qui permettent à certains jeunes de cheminer dans une quête spirituelle au sens le plus laïque du terme, dans une quête de sens, à moins de s'inscrire là-dedans, je ne voudrais pas être pessimiste, mais on est en train de s'acheminer vers une société qui va produire des djihadistes ou des personnes radicalisées, quelles que soient les modalités de cette radicalisation, à échelle industrielle. Lena Gentner, pour être sur une note évidemment plus positive et en tout cas plus optimiste sur l'avenir, c'est-à-dire que c'est cette jeunesse que vous retrouvez finalement, celle qui a besoin de retrouver du sens au sein de Ronalpia. Comment est-ce qu'elle s'engage concrètement pour changer le monde et est-ce qu'elle arrive avec cette idée qu'ils sont là pour changer le monde? Difficile de rebondir derrière ça avec beaucoup d'enthousiasme et d'optimisme, mais je pense qu'il y a autre chose qui différencie les entrepreneurs sociaux des djihadistes que la reconnaissance, mais je pense qu'il y a un constat commun qui est que personne ne va venir nous sauver, qu'on n'attend plus le Messie d'une part, et que même on n'attend pas que la solution arrive forcément de l'État.
Je ne sais pas si vous avez entendu il y a quelques jours un jeune qui s'appelle Paul Duhan, qui a 24 ans et qui a lancé une plateforme qui s'appelle Bob Emploi. Il utilise le big data, donc un algorithme qui utilise les big data de Pôle emploi, en disant qu'en un an, il va réussir à réduire de 10% le chômage avec une plateforme collaborative. On peut penser tout ce qu'on veut du big data, de cette solution, du fait que quand on est chômeur aujourd'hui en France, on n'aura plus accès à quelqu'un, mais à un algorithme. Dans tous les cas, lui, il se sent responsabilisé. Il se dit que c'est sa responsabilité aujourd'hui, maintenant, à 24 ans, alors qu'il sort de Berkeley, de monter une plateforme collaborative pour lutter contre le problème de l'emploi aujourd'hui en France. Et donc, je ne pense pas que ce soit une question de reconnaissance ou d'ego. En tout cas, l'idée est de se dire juste à ma place, à ma juste place et à ma mesure, je fais quelque chose. Donc il y a ce Paul Duhan. Nous, chez Ronald Pierre, on accompagne, du coup, on détecte, on sélectionne et on accompagne des entrepreneurs sociaux à partir du stade de l'idée et jusqu'au lancement. Et je crois que j'ai beaucoup de chance de vivre dans cet univers-là parce qu'on détecte une centaine de projets par an de ces jeunes et moins jeunes qui ont identifié une problématique de société et qui apportent une réponse. Un exemple très concret, elle s'appelle Sarah, elle a 27 ans. Elle a monté une entreprise qui s'appelle Constant et Zoé. Son frère est handicapé depuis qu'elle est toute petite. Et elle s'est rendue compte que l'un des moments les plus violents de sa journée, c'était le moment de l'habillement. Parce qu'il n'y avait pas de vêtements qui étaient à la fois esthétiques et ergonomiques. Et donc les moments de l'habillement étaient des moments où son frère se sentait très vulnérable, assisté, et dans une posture vraiment où toute sa confiance en lui était décimée en l'espace de quelques minutes. Et donc elle a créé la première ligne de vêtements qui est à la fois esthétique et ergonomique, qui est commercialisée aujourd'hui au sein des Galeries Lafayette à Lyon. Et donc c'est un vrai exemple de comment est-ce que, à son échelle, le problème qu'elle avait identifié, elle y apporte une solution avec l'outil entrepreneurial. Elle a choisi l'outil entrepreneurial de créer une entreprise, mais elle aurait très bien pu décider de s'engager en politique, d'être poète ou d'écrire des livres. Elle, c'est l'outil entrepreneurial en se disant qu'elle a l'agilité, la liberté de le faire, et d'autant plus qu'elle permet un changement de paradigme. Non seulement elle vend des vêtements, mais il y a 3 mois, elle a réussi à faire entrer le premier mannequin dans un fauteuil roulant aux Galeries Lafayette. Et je peux vous dire que tous les passants dans ce grand magasin qui voyaient pour la première fois un mannequin assis dans un fauteuil roulant, c'est aussi tout un regard qui change sur la société, sur le monde et sur son prochain. Et donc pour moi, ces entrepreneurs sociaux-là, l'entreprise, la création d'entreprise est finalement uniquement un outil pour quelque chose de plus grand et d'un vrai changement de paradigme. Pascal Pic, c'est intéressant de voir notamment qu'il y a dans cette stratégie des jeunes, et notamment pour Constant et Zoé, on n'est pas dans une stratégie du contournement de quelque chose qui ne marche plus, c'est d'inventer quelque chose d'autre. C'est pas du tout des stratégies de contournement qui se disent le système ne m'apporte rien, je vais le contourner. Ils ne réfléchissent pas du tout comme ça. Alors, je suis très heureux que vous citiez cet exemple-là parce que j'avais été invité il y a 2 ans pour remettre les prix d'innovation, justement, à cet égard, donc ici à Lyon, au Musée des Confluences. Et là, dans le monde biomédical, dans lequel j'interviens aussi beaucoup, on voit beaucoup de jeunes qui, autour d'eux, ont connu des personnes qui avaient des handicaps ou certaines maladies. Ils se mettent à travailler avec les chercheurs, ils vont les voir, parce que les laboratoires s'ouvrent, mais très facilement, il n'y a pas de souci. Et ils créent des startups, ils ont des levées de fonds, même au niveau international. Donc, ce qu'on appelle les travailleurs sociaux, ce ne sont pas des gens qui sont dans l'assistance sociale. Et la démarche entrepreneuriale, c'est comme un autre exemple. Alors, ce gars-là n'est pas très jeune, mais enfin, il n'est pas aussi âgé que moi. C'est le nombre de personnes en France, je crois qu'il y a plusieurs millions de personnes, c'est énorme, qui ne sont pas habilitées à avoir un compte en banque. Donc il a créé une monnaie qui est, alors j'ai oublié le nom, Nickel, compte Nickel. Et donc les réseaux permettent de faire cela. Donc ce qui est extraordinaire, c'est que il y a une véritable inquiétude par rapport à une société qui n'assure pas un avenir, en tout cas perceptible, et c'est clair, à ces jeunes, mais qui eux-mêmes, en s'adressant à des sujets de société qui souvent d'ailleurs étaient autour d'eux, parce que c'est souvent un vécu, une expérience, se disent il y a quelque chose à faire, et ça crée de l'activité économique, ça crée du lien social, et on a vraiment une indépendance formidable de la part de ces jeunes. Et ça, c'est nouveau. Ce qui est nouveau aussi, d'une manière plus large, c'est que tout de même, je sais que certains philosophes ne sont pas d'accord avec ça, mais tout de même, je vous l'ai dit tout à l'heure en introduction, la question de la génération au sein de l'anthropologie est une question récente, qui est évidemment fortement stimulé par ce que nous connaissons aujourd'hui, et on vient d'en parler. Mais c'est aussi peut-être la première fois que l'on parle du bien des générations futures, indépendamment d'une idée de progrès prédéfinie.
Ce qui pose la question du sens, je suis d'accord. Mais néanmoins, c'est jamais arrivé, ça. Hein, laisser une planète ou les moyens aux jeunes de créer le monde tel qu'ils veulent. Et donc, Karim a raison. Ce n'est pas dire, moi je ne dis pas ça à mes enfants d'ailleurs, ni aux jeunes, faites ceci, faites cela. La véritable engagement des seniors et des personnes plus ou moins âgées autour des seniors, baby boomers et ceux qui viennent, qui sont autour, c'est de se dire, ayons la capacité de laisser aux jeunes d'entreprendre le monde qu'ils veulent, et en contribuant, bien sûr, aux valeurs qui pourraient définir pour ce monde de demain, mais qui ne vont pas être forcément les nôtres. Et rien que ça, c'est une révolution absolument extraordinaire. C'est peut-être la plus belle définition du progrès qu'on n'a jamais eu. Et évidemment, ce ne sont pas des contestataires, c'est ce que Alexandre Jardin appelle les faiseurs. Voilà. Donc on est dans un monde de faiseurs et d'entrepreneurs. Et entrepreneur social, ce n'est pas que être dans l'assistance, c'est répondre à des solutions avec un chiffre d'affaires, avec une économie. Et le compte nickel, c'est aussi une entreprise parce que c'était éviter d'avoir recours à des dons ou à la générosité plus ou moins négociée de la part des institutions publiques. C'est pas contre les institutions publiques, mais on voit bien qu'ils apportent, d'un point de vue entrepreneurial avec les réseaux, des réponses que le système dans lequel nous sommes, qui est déjà moribond, soyons clairs, ne peut pas donner, et eux-mêmes le font. Donc c'est quand même quelque chose de radicalement nouveau, et on a de très bons exemples, donc surtout sur ma gauche. Justement, Karim Mahmoud Bintam, c'est intéressant de vous entendre sur ce que vous observez du côté des cités d'or. Vous voyez des jeunes qui s'engagent au-delà de la simple recherche de points de croissance dont on parle beaucoup comme étant le progrès, finalement, celui qui portera le progrès de demain. Je suis un peu gêné parce qu'il y aurait plein d'exemples que je pourrais citer et en même temps il nous reste peu de temps. J'aimerais pas trop personnaliser il nous reste 3 minutes. 3 minutes, pas trop personnaliser le propos. Donc je vais peut-être prendre 1 minute pour essayer de vous dire ce que je vois autour de moi comme aspiration. Chez ces jeunes, hein, ou moins jeunes d'ailleurs, hein, avec lesquels on travaille au sein des cités d'or. Donc des personnes qui ont 16 ans ou plus, sans plafond d'âge. Les personnes les moins jeunes avec lesquelles on travaille ont une cinquantaine d'années. Et ce qui est justement extrêmement fécond, extrêmement intéressant, y compris en termes pédagogiques, c'est de faire travailler ensemble et cheminer ensemble des personnes qui sont issues de générations différentes, qui ont des profils sociaux différents ou des référents culturels différents, de façon à ce qu'ils puissent s'enrichir et s'apporter des choses les uns aux autres, et surtout casser l'entre-soi dont meurt notre société aujourd'hui. Ces personnes, elles sont d'abord en quête d'un rapport à soi authentique. Comment on pourrait définir l'authenticité? Assez simplement comme l'adéquation entre les pensées, les paroles et les actes. J'ai l'impression que beaucoup plus que notre génération, ces jeunes gens sont en quête d'authenticité. Mais vous voyez bien qu'on peut être parfaitement authentique et être un parfait salopard. Penser comme un salaud, parler comme un salaud et agir comme un salaud. Et tout cela peut être parfaitement aligné. Il manque donc quelque chose d'autre. Un rapport aux autres juste. Et je sens aussi, dans cette génération, la volonté ou la tentative de cultiver un rapport aux autres plus juste, au sens de la justice, de la symétrie, de la réciprocité. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, et c'est une petite parenthèse, cette jeunesse a de plus en plus de mal avec l'autorité dans ses modalités de déploiement classiques. Les figures d'autorité qui vous disent ce qu'il faut faire ou ce qu'il faut penser, c'est terminé. Aujourd'hui, les seules figures d'autorité dans lesquelles ces jeunes gens se retrouvent, du moins est-ce ma perception, c'est qu'elles se retrouvent dans des personnes qui disent ce qu'elles font et qui font ce qu'elles disent. Et qui ne sont pas là en train de donner des leçons, mais qui tirent leur autorité de leur exemplarité. Un rapport aux autres juste aussi au sens de la justesse. Le souci constant d'être ajusté à la personne qui est en face de soi. Là, évidemment, la jeune génération doit y travailler, mais pas plus que nous, d'une certaine façon. Mais on peut avoir un rapport à soi authentique, un rapport aux autres juste, mais n'être d'aucune utilité pour son prochain. S'il manque un rapport au monde vrai,
un rapport à la totalité du réel qui est un sens. Et c'est justement ce triptyque, rapport à soi authentique, rapport aux autres juste au sens de la justice, mais aussi de la justesse, et rapport au monde vrai, qui, à mon avis, va permettre à cette génération qui est là autour de nous de réinventer le monde demain. Et puis, un tout petit mot pour finir. Alors, c'est une référence qui ne parlera sans doute pas aux plus jeunes, puisqu'il s'agit de Sénèque. Sénèque, qui est un philosophe romain, un stoïcien, qui a été poussé au suicide par Néron, que vous connaissez mieux. Sénèque avait une phrase absolument extraordinaire. Il disait notamment « Ce n'est pas parce que les choses sont impossibles que nous ne les entreprenons pas. C'est parce que nous ne les entreprenons pas qu'elles paraissent impossibles. » Ça, c'est une phrase pour vous, c'est une phrase à méditer, et le monde vous appartient. Qu'est-ce que c'est que l'histoire ? L'histoire, c'est une génération qui va assumer le monde, l'environnement qui lui est donné, et qui va tenter de dépasser les contradictions de ce monde. Mais en dépassant les contradictions de ce monde, cette génération va en créer d'autres. Et il appartiendra à la prochaine génération de résorber les contradictions créées par la première pour, malheureusement, générer de nouvelles contradictions. Donc, ayez le cœur léger, il y a un monde à inventer, vous ne ferez pas tout correctement, mais ce n'est pas grave, et aucune génération avant vous n'a fait tout correctement. Vous allez vous saisir du monde, vous allez tenter de réduire les contradictions qui habitent ce monde, vous allez créer d'autres contradictions, mais tant pis, il appartiendra à vos enfants de rectifier le tir. Merci à vous, Léna Guettner, cofondatrice et directrice de Ronalpa. Merci à vous, Pascal Pic, paléoanthropologue, membre du Collège de France et auteur donc de ces plusieurs ouvrages, notamment un paléoanthropologue dans l'entreprise et plus récemment Premiers hommes chez Flammarion. Et puis merci à vous, Karim Mahmoud Vintam, cofondateur et délégué général des Cités d'Or et auteur d'un ouvrage qui paraîtra dans les semaines qui viennent, intitulé « La France est morte, vive la France » aux éditions Maribé, les Cités d'Or. Cette émission, si vous l'avez pris en cours, sera de nouveau écoutable sur notre site internet rcf.fr. Merci. Alors nous avons maintenant on a en gros 10 minutes parce qu'il faudra quitter la salle absolument à 16h25. On a 10 minutes pour des questions-réponses si vous en avez. Donc dépêchez-vous de lever le bras et de faire passer quelques micros. Je ne sais pas qui gère. On a un monsieur ici et un monsieur là-bas. Ce serait bien d'avoir des dames aussi, oui, en effet. On a une jeune femme. On vous écoute. Alors on va commencer par ici. Bonjour, donc merci pour votre présence. Une question pour Karim sur les 7P. Comme on le voit, tout ce qui nous arrive aujourd'hui en France, moi, ma vision de jeune, par rapport à ces institutions, ce que j'observe, c'est que justement, on ne sait plus vers qui se tourner, vu que, comme vous l'avez expliqué, on cherche à fuir ces institutions, mais d'un autre côté, on voit aussi que énormément de jeunes se sont engagés dans l'armée militaire, dans l'armée, pour aider cette patrie et sauver sa patrie. Je suis catholique. Énormément de catholiques se sont tournés vers, je l'ai vu au moment des JMJ, une présence de jeunes incroyable. Justement, est-ce que ces institutions-là, qui sont soi-disant mortes, comme vous nous l'avez expliqué, il n'y a pas une conscience que sans ces bases-là, on ne peut pas créer le monde de demain ? Est-ce que les jeunes vont refonder les 7P ? Si vous voulez, ce que vous dites est très juste. Et je ne dis pas que ces institutions sont mortes, hein, mais je dis simplement qu'elles ont pris beaucoup de plomb dans l'aile ces dernières décennies. Et qu'il appartient aux individus, aux êtres humains, aux citoyens que nous sommes, de les raviver, de les revivifier, sans doute aussi de les revisiter. Et je ne sais pas si ça répondra à votre question, mais on a, si vous voulez, nous sommes les héritiers d'un monde qui était structuré tel qu'il était structuré. Ça, c'est l'héritage de l'histoire. Et ce monde, évidemment, était tributaire d'un certain nombre de références, d'un certain nombre d'objectifs, d'un certain nombre de valeurs.
Et ce qui s'effondre sous nos yeux, c'est le caractère universel ou quasi universel, à l'échelle en tout cas d'une société particulière, de ses valeurs ou de ses horizons ou de ses références. Et c'est sans doute ça que votre génération a réinventé. Des principes ou des valeurs, des références qui peuvent de nouveau être partagées ou du moins partageables par le plus grand nombre, ce qui nous manque aujourd'hui. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, très honnêtement. On va la compléter avec Pascal Pic, du coup. Quand on parle de génération, l'évolution, c'est pas les révolutions. Une certaine idée des révolutions, c'est qu'on éradique tout ce qu'il y avait avant et on crée un monde complètement nouveau. On a vu les désastres que ça a causé. Le XXe siècle est riche de ces tristes expériences. Et tout à l'heure, il y avait Cédric Villani qui était sur ce plateau. Il parlait des transgressions. En fait, on le voit bien, les problématiques auxquelles était confronté Jean-Paul II n'étaient pas les mêmes que celles de Benoît XVI et ils ne sont pas celles du pape François. Or, le pape François, aujourd'hui, a, sur le plan de la société, sur le plan même du développement durable, de l'écologie ou même de l'économie, des discours qui sont complètement renouvelés. Donc, l'évolution, ce n'est pas éliminer tout ce qui existait auparavant, mais dans les 7 P, on aime bien avoir un papa, on aime bien avoir des princes, etc. Mais on ne veut pas les princes et les papas d'avant. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est comment, comme disait Karim, si je l'ai bien compris, ces référentiels que l'on a connus vont aujourd'hui prendre de nouvelles expressions avec d'autres qu'on ne connaît pas encore. Mais ce n'est pas une substitution sociale qui fait abstraction des fondements de l'humanité. On a besoin de référentiels en termes d'autorité, de pensée, de cosmologie, etc. Donc c'est ça qui est en train de poser difficulté dans les débats qu'on a eus, je crois, qui était assez clair à cet égard, c'est qu'effectivement, ce n'est pas tout créer de nouveau, mais comment remettre des valeurs qui correspondent aux attentes des jeunes tels que vous et ceux qui sont dans cette salle. Alors, très très rapidement, Karim, parce que j'aimerais qu'on prenne aussi d'autres questions. Peut-être un autre élément non pas de réponse, mais de réflexion à ce que vous évoquiez tout à l'heure. Je pense que dans certaines situations, pour conserver, il faut savoir être révolutionnaire. Et peut-être qu'aujourd'hui, notamment dans le champ religieux que vous évoquiez, les véritables conservateurs seront les plus audacieux. Ceux qui sauront revisiter le langage, les symboles et les gestes de leur foi pour les rendre de nouveau partageables et communicables, pour retrouver le sens que les premiers chrétiens mettaient derrière leur foi. Et c'est ça la tradition, hein. C'est le dépôt de la foi à travers les âges. Mais on trahit la tradition à rester trop conservateur, à vouloir préserver à l'identique ce qui existait dans les âges passés. Comment faire en sorte, pour vous, chrétiens, aujourd'hui, de retrouver le sens, la vivacité, l'énergie de la foi qui a animé les premiers chrétiens, pour la rendre de nouveau partageable? Ce qui veut dire, évidemment, qu'il va falloir faire, ça n'engage que moi, évidemment, mais un certain ménage dans le langage, dans les symboles et dans les gestes de la foi telle qu'elle se déploie aujourd'hui. Mais ça, c'est votre boulot, c'est pas le mien. Avant de refaire la religion en son entier, on va écouter. Alors, Léna, vous vouliez réagir très rapidement du coup, parce qu'autrement, on n'aura eu qu'une seule question. Mais... Juste sur cette question de révolution, de tout reconstruire, je crois qu'on est quand même assez pragmatique et qu'on a plutôt envie de faire avec l'existant. On a envie de faire avec la génération d'avant, qu'elle nous transmette. On n'est pas là en disant tous dehors, nous, du haut de nos 25 ans, on sait comment faire et on y va et on n'a pas besoin de vous. Je crois qu'au contraire, le message qu'on passe tous, c'est de dire on a besoin de vous, on a besoin des institutions, on a besoin des entreprises et c'est tous ensemble qu'on y va. Si vous nous choisissez comme moteur, on le fera, mais en tout cas, on ne le fera pas seul et on a besoin de vraiment toutes ces institutions et de ces 7 P, quels qu'ils soient aujourd'hui. Voilà. Besoin et envie de faire avec, on comprend aussi. Mademoiselle. Solène, étudiante en master à Made in. Vous avez parlé de transmission, d'éducation et de recherche de sens. J'aurais aimé savoir, selon vous, quelle place vous accordez à la culture et à l'art dans cette transmission. C'est assez ouvert, donc voilà. Merci. Il n'y a pas de société humaine sans transmission de représentation du monde. Vous savez, on sait en anthropologie structurale certaines grandes façons de se situer par rapport au monde
comme par exemple notre culture occidentale, surtout en France, avec Descartes, qui est par exemple la différence entre l'âme et le corps, entre l'esprit et la matérialité, etc. On sait que ça remonte à plus de 10 000 ans. Alors, est-ce que je vais dire que c'est un archaïsme ou pas? Non. Mais, comme l'a très bien dit Léna à l'instant, et d'une certaine manière aussi Karim, c'est comment cet élément fondamental du rapport à l'altérité, au monde et aux autres, va prendre des formes différentes. Et il ne faut pas croire que ce sont des petites blagues, ces affaires-là. Parce que, par exemple, les Japonais, eux, sont animistes. Les Japonais considèrent que, par exemple, un animal a les mêmes propriétés internes qu'un homme, ou même un robot humanoïde. Ben, vous savez quoi? Les Japonais, c'est la culture la plus en avance sur l'étude des comportements des animaux et sur les relations entre les humains et les robots humanoïdes. Et nous, les Français, nous sommes les derniers. Donc, ce qui est très intéressant, c'est de se voir qu'on ne se débarrasse pas comme ça de son passé et de ses structures. Mais ce qui change, c'est que ce dualisme, on appelle ça le dualisme dans notre culture, eh bien, vous le retrouvez en philosophie, vous le retrouvez en sciences, vous le retrouvez également en sociologie, vous le retrouvez même dans les religions. Donc, ce qui est très intéressant, c'est de voir comment des éléments constitutifs vont prendre des formes différentes selon la divergence des cultures. Et donc, en effet, on ne peut pas, il faut bien avoir conscience qu'on ne peut pas construire une société humaine et son évolution sans avoir conscience de ces éléments constitutifs qui font des liens entre les générations et même entre les différentes civilisations qu'on a connues. Donc voilà. Et donc vous avez raison que si on n'est pas capable d'instituer une société aujourd'hui qui à la fois revendique, mais aussi, à travers l'enseignement, comme on l'a dit, et ses faillites actuelles, ne sont pas capables de remettre en place une véritable transmission culturelle de ce qui a fait l'humanité et ce qui devra être, là, effectivement, on n'est plus des humains. Et vous savez, c'est une question qui se pose avec l'intelligence artificielle. C'est une question extrêmement moderne que vous posez là. Je ne vais pas vous laisser répondre parce qu'autrement on n'y arrivera pas. On a une dernière réponse. Il faut faire de la radio. C'est-à-dire qu'il y a une question et en 3 minutes, il faut que tout le monde ait répondu et après, on terminera cette table ronde. Oui, je suis un homme de communication et en fait, plusieurs fois la question a été évoquée, qu'avons-nous à offrir à la jeunesse? Qu'avons-nous à offrir donc aux jeunes? Et en fait, je crois que ce qui est vraiment très important, et vous l'avez finalement tous exprimé, c'est transmettre tout simplement les messages positifs. Donc en fait, tout ce qui donne envie de faire quelque chose. En fait, c'est l'éveil des consciences. Et je pense que c'est cela. Et je pense que la France, de ce point de vue-là, je vais juste rester sur la France, est de ce point de vue-là extrêmement riche, puisque je travaille là-dessus, si vous voulez, et que finalement, des personnes qui peuvent transmettre des messages positifs, il y en a des tas. Simplement, médiatiquement, et là je vais être un tout petit peu négatif, je pense que médiatiquement, ce n'est pas toujours ce qui nous est transmis, notamment à travers les chaînes thématiques d'information. Bien voilà, pour terminer, ce n'était pas vraiment une question, donc ça n'apporte pas vraiment de réponse, si ce n'est que vous pouvez peut-être écouter RCF, et vous trouverez ce message évidemment de manière régulière. Merci à vous.